Le grand événement tech de la semaine, c'était à Barcelone, le Mobile World Congress, le plus grand salon mondial sur la téléphonie mobile. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a eu aussi des annonces d'Apple. On fait le point sur les nouveautés, les dernières innovations, les tendances avec vous, Thomas Serval. Merci d'être avec nous, fondateur de Barracuda, un des leaders IA pour les objets connectés. Dans les nouveautés, on a parlé de 6G. Ça peut paraître loin, mais c'est très présent pour les grands de la tech qui étaient bien sûr à Barcelone. Oui, bonjour. Oui, en effet, la 6G, ça se prépare toujours à Barcelone puisqu'il faut se mettre d'accord sur des standards. Et donc, en fait, les grands de la tech, les Qualcomm, les Microsoft ou les opérateurs commencent à définir ce que la 6G devrait être. Et on est dans la phase où chacun essaie de montrer qu'il arrive à faire de la 6G, même si la 6G n'est pas vraiment définie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup plus de débit en émission. Et puis, ça veut dire aussi et c'est ça l'innovation de la 6G, la capacité de transformer les antennes en radar pour détecter et comprendre ce que font les gens. Alors ça, c'est la version positive marketing, mais on voit aussi que derrière ces tendances émergentes, il y a de la souveraineté à peu près partout et il y a la question de la résilience qui ressort, par exemple. Quelles sont les tendances que vous avez observées pour cette édition de l'événement? Alors, la première, enfin, qui est une confirmation, si c'était nécessaire, c'est la domination chinoise. Presque la moitié des surfaces du salon maintenant du GSM est portée par des entreprises chinoises. Alors, Huawei est la première d'entre elles, qui a un hall complet pour elle, sur 8 halls. Hein, c'est juste pour vous donner l'ampleur que Huawei représente pour ça. Il faut rappeler aussi que le Mobile World Congress, c'est vraiment tous les opérateurs du monde, tout le monde utilise des téléphones portables. La deuxième tendance, c'est il y a encore 2 milliards de personnes dans les pays émergents qui n'ont pas de téléphone. Et donc, il y a une initiative autour de ça pour permettre de donner accès à un téléphone à tout le monde, puisque dans les pays émergents, le téléphone est aussi le porte-monnaie. Et donc, c'est l'accès à l'ensemble des services. Et on se rend compte à quel point, déjà dans les pays développés, c'est difficile de vivre sans téléphone, mais c'est vraiment se priver de l'éducation, des assurances, du paiement dans les pays émergents. Donc ça, c'est la deuxième tendance avec des initiatives pour les pays les plus pauvres. La troisième tendance, c'est probablement je dirais la défense qui est en fait, on est au cœur des événements, hein, puisque la moitié des Chinois n'ont pas pu venir et beaucoup de pays qui venaient au 3GSM ont été retardés au moins d'un jour à cause des événements en Iran. Mais on voit aussi que la souveraineté et les opérateurs essayent de retrouver du champ, parce qu'il faut se voir que depuis 10 ans, la valeur ajoutée créée par les réseaux n'a pas été capturée par les opérateurs qui étaient les kingmakers des années 2000, mais par les Google, Microsoft, Netflix, etc. Et donc, avec cette problématique de souveraineté, puisque l'accès au dernier kilomètre, c'est bien les opérateurs qui sont en charge, ils essaient de reprendre la main. Et donc, il y a des initiatives aujourd'hui pour dire que les opérateurs ont un rôle nouveau à jouer sur la garantie de la sécurité et de la résilience des infrastructures, et que sans eux, il n'y aurait pas d'Internet, pas de service digital, et que le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui s'effondrerait. Et donc, c'est plus abstrait, hein, ça a commencé avec l'Ukraine, et ça c'est revenu à peu près partout, pas nécessairement dans une logique très agressive, très militaire, mais en sous-jacent la résilience européenne, dans un monde où chacun des pays, où chacune des zones géographiques se replie sur elle-même. Et donc, le 3GSM, enfin, ou lance maintenant Mobile World Congress, on essaie d'un côté de créer un langage commun, un peu comme pour les aéroports où les opérateurs continuent à se parler, mais on définit quand même des zones géographiques où chacun des opérateurs veut de la résilience dans sa zone, l'Europe, les États-Unis, la Chine. Et ça, c'était vraiment au cœur des problématiques du Mobile World Congress. Alors on a vu beaucoup de démonstrations assez spectaculaires. Qu'est-ce qui est vraiment prêt à arriver sur le marché dans les 2 ou 3 ans? Alors, aujourd'hui, le téléphone est partout. Et après le téléphone, il y a eu les wearables, donc ces fameuses montres qui sont partout. Là, ce qu'on a vu partout, avec l'initiative de Meta, et maintenant tout le monde copie, c'est ces fameuses lunettes connectées, Ouais. où on sait que ça va déferler, parce que le produit est mature, il y a une vraie demande au niveau du consommateur. Il y a encore des problématiques marginales, mais on voit que toute la technologie est en train d'essayer d'aller vers ce produit. Ça, c'est la première des tendances qui est à peu près certaine. Vous allez avoir des lunettes de toutes les couleurs, de toutes les formes connectées à votre téléphone. La deuxième tendance qui est un petit peu plus importante en fait pour nous en tant qu'êtres humains, c'est les applications sur la santé.
où vous voyez que la FDA a ouvert en fait au ring, enfin aux anneaux et autres, le fait de fabriquer plus facilement des medical devices. Et donc, on va avoir de plus en plus de petits objets portables qui vont nous aider à améliorer notre santé, notre bien-être. Et ça, on le voit avec la multiplicité. Nous, on fournit aussi un certain nombre de ces objets connectés, mais on voit que la multiplicité des initiatives, tant au niveau des logiciels que des appareils, autour de ces petits appareils pour on ne peut pas vraiment appeler ça des medical devices parce que ce n'est pas vraiment la santé, c'est vraiment l'interface entre le bien-être et la santé, autour de la prévention. Et tout le monde joue le jeu, les opérateurs, les fournisseurs de matériel, les startups, et on voit que ça va être quand même en tout cas, on anticipe que ce sera le prochain Eldorado des objets connectés. Oui, c'est vrai, le téléphone, ça va être finalement être celui qui nous connaît le mieux aussi sur ce plan-là. On associe donc bien maintenant téléphonie et santé, mais ça, comment c'est possible sur le plan technologique? C'est quoi justement les innovations qui permettent d'avoir toutes ces nouvelles fonctions, que ce soit pour les devices, effectivement, comme les bagues ou les bracelets, mais aussi le téléphone qui dit de plus en plus de choses sur nous? Alors, il y a deux lettres qui sont partout, c'est AI ou IA, suivant. Donc, s'il y a besoin d'expliquer, grosso modo, jusqu'à présent, les appareils connectés remontaient de la donnée, mais il fallait des algorithmes d'une complexité supérieure aux capacités de traitement de ces mêmes appareils pour les traiter, pour en tirer de l'information. Et donc, depuis 2-3 ans, c'est Apple qui a un peu lancé la mode avec la Watch, qui est devenue vraiment un medical device, mais de plus en plus les algorithmes très légers qui peuvent tourner sur des appareils embarqués. On parle de Edge AI, ça c'était une des vraies tendances également du marché pour des raisons de vie privée. On veut que ça soit fait localement, on ne veut pas envoyer toutes ces données de santé quelque part. Donc les téléphones ont collecté depuis maintenant quelques dizaines d'années de la donnée sur les utilisateurs. On est maintenant capable d'avoir, en collaboration avec des hôpitaux, des études cliniques qui montrent qu'on sait détecter un certain nombre de comportements. Je prends un exemple qui est assez concret d'un produit connecté qu'on fait, qui est une balance qui permet de détecter la risque de chute pour les personnes âgées chez Barracoda. Et ben, en fait, maintenant, on sait détecter que la personne risque de tomber. Ce n'était pas possible de le faire avant parce qu'on n'avait pas assez de données. L'objet connecté a votre poids tous les jours et des informations, et on sait créer ces algorithmes. Donc, on voit qu'il y a des essais cliniques, on voit qu'il y a les données qui sont disponibles et maintenant les algorithmes. Et la combinaison de tout ça va faire de l'adoption pour les consommateurs, du bien-être, et on espère une longue et meilleure vie des gens en bonne santé. Dernière question, Thomas Serval. Vous avez parlé des Chinois, vous avez parlé des Américains. Est-ce que l'Europe est en train de perdre la bataille sur la tech grand public? Alors c'est triste à dire parce qu'il faut savoir que c'est la 20e année que le salon du mobile va à Barcelone. Avant, il était à Cannes. Et le GSM, ça voulait dire groupe spécial mobile. C'est nous qui avons inventé la 2G en Europe et même carrément en France. Il y a 20 ans, ceux qui décidaient de ce que la tech allait devenir, c'était Ericsson, c'était Nokia, c'était Orange, c'était Deutsche Telekom. Aujourd'hui, on est des consommateurs. C'est-à-dire, quelque part, on ne décide absolument plus rien. Les standards sont fixés par les Chinois et les Américains. Les puces sont américaines. Les solutions de cœur de réseau sont chinoises. Et donc, c'est vrai que c'est assez triste. La seule chose qu'on a encore, c'est des consommateurs. Mais alors, il y a quelques sociétés qui essayent de tirer leur épingle du jeu. Mais on voit que la force marketing d'un Samsung, d'un Apple, qui n'était pas au salon, mais qui s'est quand même rappelé pour souvenir de tout le monde, et puis des hyperscalers que peuvent être les Amazon, les Google, les Microsoft, laissent peu de champs de souveraineté à l'Europe, qui en a bien besoin, mais pour les appareils électroniques. Et là, il y a une opportunité qu'on pense les industriels et les entrepreneurs français doivent saisir. Aujourd'hui, il n'y a pas de substitut crédible à la supply chain chinoise pour l'ensemble des objets connectés du quotidien. Et donc, l'Europe est en train d'essayer de créer les conditions pour y arriver, mais le chemin va être long et douloureux, et dans les 5 à 10 prochaines années, il va falloir effectivement que les réglementations soient appliquées, ou que notamment une nouvelle norme européenne qui est très importante, qu'on appelle le CRA, qui est autour de Cyber Resilience Act, où vous allez acheter des objets connectés, mais qu'est-ce qui va se passer si les données de ces objets vont en Chine ou sont traités par des algorithmes américains? Et si demain les Américains ou les Chinois sont moins bienveillants vis-à-vis de l'Europe et décident un jour de faire sauter notre grid. Donc on voit bien la menace, mais on n'a pas de substitution.
il y a des discussions, notamment nous, on a annoncé une initiative qui s'appelle BeConnect autour de ça, pour essayer de, au minimum, faire en sorte que la donnée et la connectivité des objets qui sont fabriqués en Asie puissent être contrôlées sous souveraineté européenne, juste pour des raisons de compliance avec les lois et les règlements en vigueur qui sont pour le moment pas respectés ni par les Américains ni par les Chinois. Donc, est-ce qu'on aura même la capacité à faire respecter notre cadre réglementaire dans un environnement où nous n'avons plus d'acteurs européens de substitution? C'est vraiment les grands enjeux de la crédibilité européenne de ces 2-3 prochaines années. Oui, le paysage n'est pas idéal pour les Européens. Merci à vous, Thomas Serval, pour ce décryptage spécial post-Mobile World Congress. Vous étiez à Barcelone cette semaine notamment. Allez, tout de suite, on passe à l'invité du jour avec Julien.